Il y a toujours une histoire derrière chaque objet. C'est pas simple, je fonctionne à l'envers. Et en fait, ce projet, il a pris une dimension assez dingue. Bonjour Marion, j'espère que vous allez bien. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui avec notre podcast. Donc est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un peu votre parcours et les étapes clés qui vous ont mené au design graphique? Oui, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Pour parler un peu du parcours, moi j'ai fait les Beaux-Arts, ça remonte un petit peu loin maintenant, ça va être je crois que c'était en 2010. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts du Havre, donc j'ai passé un DNSEP, mention design graphique et interactivité. Ensuite, je suis partie faire des stages, des résidences, plutôt une résidence. Et sinon, au début, je travaillais en freelance. Et ensuite, je travaillais plutôt en salarié pour une entreprise de e-commerce. Et ensuite, maintenant, je suis de nouveau en freelance. Donc voilà. Et vous avez des sources d'inspiration qui vous nourrissent dans votre travail actuel? Oui, je pense comme tous les graphistes, oui. Moi, souvent, c'est surtout le travail d'Irma Bou qui m'a toujours inspirée, le travail de Philippe Millot, beaucoup aussi le travail de Sophie Calle. Et souvent, en fait, c'est aussi, je recherche beaucoup dans les maisons d'édition, beaucoup de livres. C'est souvent les livres qui m'inspirent beaucoup, surtout. Ou alors, ça va être des expositions, des choses qui déclenchent aussi peut-être des recherches ou des idées. Ça dépend des projets, en fait. C'est assez vaste. Oui, vous trouvez votre source d'inspiration aussi dans tout ce que vous voyez autour de vous? Oui, voilà, ça peut être aussi des films, ça peut être vraiment des choses différentes. Après, majoritairement, ça va être surtout les livres, oui, quand même, si on doit choisir. D'après vous, c'est quoi la plus grande différence entre l'école et le milieu professionnel? Je dirais la réalité, je pense. Quand on est à l'école, on se fait un monde du métier, et ce qui est très bien aussi, je pense. Mais après, la sortie de l'école, c'est différent parce qu'en fait, on est un peu... on se lance, quoi. Donc, c'est un petit peu la jungle, entre guillemets, dans le sens où il faut réfléchir. Après, ça dépend si on choisit peut-être de faire une autre école ou un autre cursus, ou si on choisit de travailler en freelance, ou si on préfère aller dans des entreprises, faire du salariat pour commencer. Mais ça peut être assez sport, ouais, la sortie après l'école. Donc vous auriez peut-être un conseil à donner aux étudiants, que ce soit en master ou en DNMAD, pour réussir à apprivoiser cette nouvelle réalité? Je crois que je donnerais le conseil de la patience, la résilience, et de conserver l'énergie qui vous a animé dans l'école, les ateliers, les productions, des choses comme ça. Et de toujours vous rappeler en fait, ces énergies-là je pense, qui peuvent vous garder un peu dans une sorte de motivation aussi pour continuer, parce qu'il faut quand même s'accrocher. C'est pas simple. Bon, après, je pense que c'est dans différents domaines aussi. Je pense qu'on est là dans un contexte qui est un peu compliqué. Et donc, ce qui fait que, oui, je pense que vraiment, il faut s'accrocher, et il faut surtout continuer d'aller voir des expos, de s'intéresser à des événements. Par exemple aussi, je pense que les podcasts de Graphic Matter, mine de rien, ils sont aussi très inspirants. Ça vous donne aussi des témoignages des personnes qui sont dans le milieu aussi, et ça permet d'avoir d'autres visions, en fait, extérieures aussi, je pense que c'est bien. Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à revenir à votre statut d'indépendante? Alors c'est assez contradictoire, mais ça va être le choix un petit peu de ma liberté. Et en même temps, la liberté, elle a un coût. Donc c'est un peu... en fait, j'ai toujours été à la base en salariat, et je faisais du freelance en plus. Donc j'étais en salariat à plein temps et je faisais du freelance. Donc au niveau du rythme, c'est un petit peu difficile
à tenir. Et aussi parfois quand on est en salariat, on n'a pas du tout le même rapport de création que quand on est en freelance. C'est vraiment différent parce que quand on est dans une entreprise, en salariat, il y a la notion quand même pas mal de temps qui est très pressante, qui peut devenir oppressante aussi, et il faut vraiment créer très très vite, il faut travailler vraiment assez efficacement, et on n'a pas forcément toujours le temps de réfléchir comme on aimerait sur des créations aussi, et donc ça peut devenir parfois épuisant et frustrant. Alors par contre le salariat, on a la sécurité quand même financière, faut pas l'oublier. Le freelance, on peut avoir la sécurité financière si on a beaucoup de commandes, si les clients sont assez récurrents aussi. Moi personnellement j'ai plus de plaisir à travailler en freelance parce que je peux choisir un peu mes projets. Enfin, choisir ses projets c'est un peu un luxe, mais plutôt je dirais choisir la manière dont on a envie de les travailler un peu plus que quand on est en salariat. Et c'est peut-être pour ça, je pense que je suis retournée aussi en freelance. Et parce que aussi, ça me permet de travailler plus de projets différents. Alors que quand on est dans une entreprise, on doit répondre en fait aux demandes de l'entreprise là dans laquelle on travaille. Après, je dis entreprise, mais ça peut être vraiment d'autres secteurs différents. Mais le freelance, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que je peux travailler sur des projets complètement différents et que du coup, c'est plus plaisant. Après, ça ne veut pas dire que je resterai encore en freelance. Je pense que peut-être que je re-switcherai sur le salariat. Oui, ça permet une autre liberté, on va dire. Oui, c'est ça, c'est une autre liberté. Après, c'est une pression quand même financière qui est très très constante, donc il faut s'accrocher beaucoup et y croire un peu, en tout cas rester positif, je pense. En fait, cette pression financière, elle est quand même assez... parce qu'il y a aussi le prix des charges aussi qui sont très, très imposantes, on va dire. Donc, du coup, c'est assez compliqué de devoir allier un peu les deux côtés, quoi. Et donc, dans les projets, mis de côté les difficultés qu'il y aurait pu avoir financièrement, etc., est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué ? Je pense que tous, dans l'idée, pour des raisons complètement différentes. Un des projets, je pense, les plus marquants, ça reste quand même Hellotomato, avec Camille Trimardo et Alex Sanchez. Je pense que c'était vraiment un super projet. Et en plus, c'était à la base issu d'un workshop quand on était aux Beaux-Arts du Havre. C'est un projet qui a pris vie dans l'atelier de sérigraphie de Yann Owens à l'époque. Et en fait, ce projet, il a pris une dimension assez dingue. À la base, il avait été réfléchi en sérigraphie, donc c'était pas la même façon de réfléchir les couleurs, mais en tout cas, à la base, il a été pensé dans cet atelier. Et ensuite, il a pris une toute autre vie, quoi. Donc c'est un projet qui est assez... pour moi, qui a été un des plus marquants, ça c'est sûr. Et ensuite, après, c'est des projets peut-être qui peuvent donner parfois du fil à retordre. Ça va être aussi des choses que j'ai apprises en fonction en fonction des projets, sur des techniques, je sais pas, ça pouvait être de façonnage ou d'impression. Après, ça pouvait être des choses que j'ai appris au fur et à mesure sur la mise en page, la gestion de pas mal de paramètres, des choses assez différentes. Enfin, ce projet-là de Radial qui avait été justement où c'était Tania Vladova qui s'occupait de ce projet. Ça m'a beaucoup appris aussi parce que c'était un de mes premiers livres où j'avais beaucoup de textes. Il y avait beaucoup d'artistes aussi. Donc il fallait aussi trouver un bon équilibre en fait pour tous ces artistes justement, et pour la mise en page et la forme, respecter les budgets, etc. Donc ça a été vraiment un objet qui m'a aussi beaucoup appris sur pas mal de points. Et donc au niveau des budgets, etc., à quel point vous êtes libre dans la conception éditoriale de vos projets, au niveau des impressions, des choix de papier? Est-ce que c'est une grande liberté ou alors ça peut être assez restreint en fonction de l'éditeur? On n'est pas forcément toujours libre. Moi, je vois plutôt ça comme toujours une histoire de concession. Bien évidemment que le budget, ça permet de donner un cadre dès le départ. Donc c'est d'autant mieux quand on connaît les budgets dès le départ, mais c'est pas forcément
toujours le cas. Après, ça en devient une contrainte et la contrainte fait toujours partie du travail des graphistes, je pense. Et après, c'est aussi savoir comment on peut réussir à produire un objet, trouver des astuces qui permettent de faire des choses quand même qui nous animent, tout en devant respecter les budgets finalement. Donc c'est toujours des allers-retours de concessions, c'est aussi toujours une question de choix. Parfois, on va privilégier le papier, on va privilégier l'impression. Parfois, ça va se jouer dans le format, ça va se jouer aussi peut-être dans l'achat des typographies. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est vraiment là où on place le curseur. Ça dépend des objets et je pense des commanditaires aussi qu'on peut avoir. Et en fonction de ces contraintes-là, comment vous arrivez à gérer, par exemple, vos doutes en fonction des contraintes ou même vos blocages créatifs? Alors je pense que les doutes font toujours partie des projets. Ça fait partie du jeu. En fait, c'est aussi souvent en fonction des contextes. Il y a des objets qu'on peut produire à un certain moment dans notre vie. Un objet que j'ai produit il y a 10 ans, aujourd'hui je ne le verrais pas du tout de la même manière, donc je l'aurais peut-être pensé différemment. Oui, il y a toujours matière à améliorer. Après, oui, comme vous dites, le doute, ça doit faire partie du processus créatif. Oui, beaucoup, ouais. Et je pense que des fois, il peut aussi se retranscrire aussi des fois dans la page. Je pense qu'il y a... ça fait vraiment partie de l'histoire des graphistes, je pense. Et est-ce que pour vous, pour faire du graphisme, il y a des compétences qui sont vraiment nécessaires et qui sont sous-estimées? Mais je pense que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je dirais des compétences comme la résilience. Ça reste quand même un métier qui est difficile. C'est aussi prendre beaucoup de distance aussi entre nous-mêmes et le projet. Je pense que la prise de recul, elle est importante. Et après, je pense que les compétences viennent en fonction de l'expérience, que ce soit technique ou pas. Enfin, en tout cas, si on parle de compétences techniques, je pense qu'il n'y a pas de blocage à avoir là-dessus. Je pense que, comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Et ça vient au fil du temps, des expériences, ça vient aussi au fil des projets. C'est assez variable, quoi. Après, aussi, on rencontre des personnes, des gens qui nous apprennent des choses aussi, les enseignantes, les enseignants, etc. Donc je pense que vous avez beaucoup de toute façon, vous avez tout le temps d'apprendre encore, je pense. Dans votre apprentissage à vous, si on en revient à ce moment-là, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous et aussi dans votre choix de parcours? Pourquoi le design graphique? Alors à la base, c'était une de mes enseignantes au lycée qui s'appelle Anne Boutini et qui était ma prof d'art et qui m'a toujours soutenue dans cette pratique. Du coup après je suis entrée aux Beaux-Arts du Havre. C'était l'atelier de gravure et sérigraphie aussi. Et en fait ça s'est fait, je pense, au fil du temps pendant mon cursus aux Beaux-Arts. En fait, on avait pas mal de workshops tout au long de l'année et donc ça nous permettait de découvrir des choses. Il y avait aussi des intervenants qui, qu'on pouvait découvrir, dont on découvrait le travail aussi. Je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est développé comme ça. Après, je pense que ce qui a été vraiment déterminant, je crois que c'était mon bilan en première année. Et je me souviens, je crois que c'était avec Laurence Droncourt et Jean-Michel Géridon. Je pense que ça s'est déterminé peut-être là, parce que j'avais commencé un peu à faire un travail de mise en page. Je pense qu'il ne vaut mieux pas que je le revoie. mais je pense que ça a été à partir de la fin de la première année où j'ai eu parce que je voulais vraiment à la base aller en art plutôt. Enfin, il y avait 2 départements, art et design. Et à la base, je suis rentrée aux Beaux-Arts en pensant continuer un cursus plutôt art. Et en fait, non, pas forcément. Mais ce qui était intéressant aux Beaux-Arts, c'est qu'on avait vraiment cette proximité entre les 2 départements. Et ça permettait d'avoir toujours des échanges en fait, avec les étudiantes et les étudiants en art et nous en design graphique. Je pense que c'était assez
riche et ça nous permettait de confronter un peu aussi nos projets et je trouvais que ça apportait pas mal de choses assez cool. Et en fait, au fur et à mesure, après, je pense que c'est mes enseignantes et mes enseignants qui m'ont accompagnée, qui m'ont formée aussi. Je pensais, oui, vraiment à pas mal comme Vanina Pinter, Hélène Pitassi, qui m'a appris la relure aussi. Et Yann Owens aussi, forcément. Jean-Michel Chalidan, Gilles César aussi, qui m'a montré aussi pas mal de choses sur la mise en page. Et je pense qu'à force, après, c'est des personnes qu'on rencontre tout au long du parcours. Les stages aussi peuvent être des déclics. En tout cas, pour ma part, c'était surtout des rencontres et des projets en particulier, des objets qu'on pouvait faire, parce qu'avant, il y avait une saison graphique au Havre. On pouvait participer en fait à ces expositions et donc on contribuait à la production de parfois des objets, des choses comme ça. Donc je pense que au fur et à mesure, ça a confirmé mon envie de continuer dans le design graphique, je pense. Et donc, quels seraient vos projets et vos envies pour la suite de votre carrière ? Que je puisse continuer à faire toujours des livres, surtout. C'est pas des projets que j'ai souvent. J'en ai pas énormément. Idéalement, j'aimerais avoir surtout des commandes de livres. Après, ce que je peux faire sur plutôt des parties un peu plus complètement différentes, où ça va être plus du web, c'est toujours aussi cool. En fait, je crois que j'aimerais que ce soit toujours autant varié que ça l'est aujourd'hui, ce que ça permet en fait de switcher sur pas mal de questionnements aussi. Je pense que ça permet aussi de sortir un peu du livre où parfois ça peut avoir des fois cette sensation de tourner en rond aussi peut-être. Je pense que d'avoir toujours des projets cool avec des gens sympas. Et à ce niveau-là, est-ce que vous pensez toujours garder une même identité ou vous cherchez aussi à faire des choses très différentes sur tous vos projets ? Alors je pense que j'ai pas d'identité, mais ce que j'essaye souvent dans les projets, c'est de peut-être capter souvent par les mots ou les échanges ou les expériences une sorte de principe que je pourrais éventuellement... Enfin, c'est un peu peut-être ça qui va faire mes réflexions sur mes principes graphiques. Et idéalement, oui, je pense qu'il faut qu'ils soient tous différents puisque les projets ne sont jamais souvent avec les mêmes personnes. Je pense que du coup, ça me permet d'avoir des réflexions différentes et donc des principes différents. Et puis aussi, je pense qu'avec le temps, on change des façons de faire aussi ou des façons de réfléchir, on dit des choses différentes, on voit des expos différentes aussi, donc ça fait partie du processus aussi de création, je pense. Ça permet d'avoir toujours des objets différents, que ce soit en termes de format, en termes de volume, en termes de choix typographiques, de couleurs. Il y a toujours une histoire derrière chaque objet et je crois que c'est ce qui se retranscrit peut-être après graphiquement. Oui, une certaine diversité dans tous les projets. Ouais, et en fonction vraiment des expériences et des échanges, je pense, avec les différents commanditaires. Et si vous deviez décrire votre pratique en 3 mots ? En 3 mots, je dirais le doute, l'échange et la narration. Pourquoi la narration ? Parce que pour moi, dans le graphisme, en tout cas pour ma part, quand je réfléchis à un objet ou des choses que je dois produire, que ce soit par des visuels pour le web ou pour des marques, dans les objets livres, je me pose toujours la question de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que j'ai envie de retranscrire en fait, comment faire comprendre aussi des sujets. Par exemple, ça peut être une édition là dans le cadre que là récemment j'ai eu, une sorte de catalogue d'exposition, comment en fait on raconte une exposition pour des personnes qui n'ont pas été forcément dans l'exposition, comment on retranscrit ce qui se passe dans un espace, dans un objet.
Si vous deviez choisir une couleur pour représenter ce que vous faites. Moi, j'aurais choisi le blanc. Je dis toujours, en fait, pour moi, c'est toujours le blanc parce que je ne construis jamais rien ni avec du noir ni avec des couleurs. Je fais tout vraiment que avec les blancs. Et après, je mets de la couleur. Mais vraiment, limite à la fin des projets, sauf celui-là. Ça a été l'inverse. Mais pourquoi est-ce qu'on décide de mettre un dégradé? Se poser la question de comment on l'explique, comment on le justifie en fait. La couleur c'est pareil. Pour moi ça revient à faire des choix cornéliens et la précision des couleurs. Pour moi c'est compliqué. Au préalable, je vais peut-être avoir une envie de couleur sur le moment, mais je vais très vite l'abandonner. Je vais très vite retirer toute la couleur et repasser sur vraiment quasiment que des surfaces blanches parce que ça me permet de voir si ma grille elle tient en fait, si le système fonctionne avant d'avoir justement la couleur. Mais souvent en fait à la base je n'ai pas du tout l'idée de la mise en page, j'ai l'idée de la forme avant de réfléchir à la mise en page. Je sais déjà en fonction d'un projet, je vais plutôt me dire je pense à cette forme-là. Donc je vais maqueter la forme un peu comme un polichinelle et ensuite je vais choisir mon format et je vais tout faire pour faire en sorte que mon système fonctionne après dans le format. Même si des fois après je réadapte, j'ai l'impression de souvent d'ailleurs me dire je fonctionne à l'envers. Je pense qu'il y en a plein d'autres peut-être qui ont la même façon de faire que moi. Chacun a sa façon de faire. Je pense qu'on est toutes et tous différents. Mais c'est ça aussi qui est intéressant quand on peut travailler justement aussi à plusieurs ou faire des collaborations. On voit comment aussi les personnes travaillent. Donc ça c'est assez chouette parce que déjà on peut s'apprendre mutuellement. Mais c'est vrai que ouais, je fais tout souvent que sur du blanc. Si vous deviez donner un son à votre pratique. Un son, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que moi c'est plutôt le silence, parce que ça me permet de me concentrer lorsque justement j'ai des doutes ou j'ai besoin de réfléchir ou alors de faire des choix. Après ça peut être des musiques, des choses comme ça. J'écoute tout et n'importe quoi. Vous travaillez dans le silence du coup ou vous travaillez aussi avec de la musique? Ça dépend des fois. Parfois je vais alterner, je vais être soit dans le silence ou sinon je vais écouter des sons, un peu de tout. Ça peut être du Rosalia, Massive Attack. Ça peut être des fois je peux passer sur Beaux-Arts. En fait ça dépend ça dépend à quelle étape de travail je suis, je crois. Donc oui c'est vraiment assez différent quoi. Ça dépend des moments de processus, je pense. Pour finir, est-ce que vous auriez une forme? L'épaule. C'est un objet qui m'a suivi depuis les Beaux-Arts. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu une fascination pour cette forme-là. Ça m'a toujours poursuivi. Donc c'est la première forme qui me vient en tête. Super. Merci beaucoup pour avoir passé ce moment avec nous et pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.